Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, dans le cadre des interviews d'Abidjan.net, Pacom Kipré, qui vient de mettre sur le marché son premier livre qui raconte ses souvenirs d'enfance. Qui est l'homme? Quel message véhicule-t-il à travers son œuvre? Nous tenterons de répondre à ces questions au cours de cette interview. Alors, Pacom Kipré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. On sait que vous vivez en France depuis quelques années déjà. La littérature est-elle votre activité principale en Europe? Merci, Monsieur Assoumou. Avant de commencer, je vais de façon classique dire merci à toute l'équipe d'Abidjan.net qui nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui pour parler de ce livre. Pour entrer dans le vif du sujet de la question que vous posez, non, pas du tout. La littérature n'est pas ma principale activité. Je suis à la base de formation journalistique et j'ai bifurqué dans l'enseignement de l'éducation nationale française où aujourd'hui je suis adjoint cadre moyen détaché au collège Lucifort où j'ai en charge la scolarité des élèves qui sont en décrochage scolaire et en grande difficulté scolaire. Voilà essentiellement. À côté de ça aussi, je suis enseignant pour les nouveaux migrants, pour les migrants qui arrivent en France, qui n'ont pas l'usage de la langue française. Voilà. Très bien. Alors, en quoi consiste concrètement votre travail de cadre moyen chargé de mission à la direction des affaires sociales? Et également, quand on connaît les difficultés que rencontrent les immigrants en Europe, comment vous êtes arrivé à ce niveau? Alors, le travail en lui-même consiste à s'occuper des élèves qui sont issus des zones défavorisées à Paris. C'est un dispositif qu'on appelle Action Collégien, qui est unique en France et qui existe depuis 25 ans, qui est basé autour de 3 axes. Alors, donc, on a le premier axe, c'est l'accompagnement scolaire, où l'élève est vraiment pris en charge. Aujourd'hui, en France, la scolarité est à la carte. Donc, voilà, donc on travaille avec l'élève qui est vraiment perdu. On travaille sur ce qu'il n'arrive pas à assimiler. Alors on le met dans un dispositif qui est tel que oui, on s'adapte à lui en fait. Voilà. Et en deuxième volet, c'est d'organiser aussi ces temps de loisirs. Alors, comment je suis arrivé à ce stade, c'est qu'après avoir terminé ma formation journalistique, j'ai travaillé comme journaliste présentateur pour Dura News, où je m'occupais du kiosque 711 d'Orange. Ça, c'était au début des années 2000. Donc, à partir de Paris, j'alimentais les tuyaux en tout ce qui était flash d'info, météo, santé, culture, tout. Et puis, après 2 ans, j'ai dû être licencié. Donc, c'est très difficile de se trouver un travail en tant que journaliste dans la situation dans laquelle j'étais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, ma femme m'a conseillé de m'orienter vers l'éducation nationale française. Et puis, tout de suite, ça a été, voilà, en postulant, en passant des concours, voilà. Alors, vous avez également évoqué le fait que vous appuyez les nouveaux arrivés qui débarquent en France et qui ne maîtrisent pas encore la langue. Et cela nous amène à revenir à ce chiffre. 2000 décès, c'est le cap des 2000 décès a été franchi cette semaine. De décès des migrants en Méditerranée cette année. Et le chiffre a été donné par l'Organisation internationale sur les migrations. Votre regard sur la question en général de l'immigration et de l'immigration clandestine, on va dire. Mon regard se résume en la chanson d'Ismaël Isaac. J'oublie le titre. Je reste. Voilà, je reste. C'est une chanson qui dit tout. C'est une chanson qui traduit tout ce que vivent ces gens-là. Et en même temps, c'est un sentiment de révolte. C'est un sentiment, moi je suis dans les extrêmes, mais pour moi c'est un sentiment de haine que j'ai pour beaucoup de gens qui sont autour de ça. Voilà, donc c'est toute la misère qui est ainsi schématisée dans ces choses-là. Voilà, on va revenir à quelque chose d'un peu plus gai, c'est votre œuvre, Les traces d'une enfance hardie. C'est un recueil de nouvelles qui sera présenté très bientôt aux Ivoiriens. Alors, Les traces d'une enfance hardie, comme Christian Kipré, pourquoi avoir choisi ce titre? Et Les traces d'une enfance hardie, Les traces d'une enfance audacieuse, qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers le titre de cette œuvre? Je te remercie Didier. Tu traduis toi-même parce que
Dans la hardiesse, on a tout un élément de choses. On a l'audace, on a le cran, on a la volonté, on a la détermination, on a aussi les choses coquines. Voilà, la hardiesse pour moi c'est cet ensemble de choses. Je fais partie d'une génération choyée, on va dire. Une génération d'enfants choyés qui titillait. On titillait les profs, on titillait les adultes, on était espiègle, on était coquin, on poussait les adultes bien souvent hein, dans leur retranchement, mais on savait nos limites. Donc voilà, donc c'est tout ce côté de l'enfant africain des années, né dans les années, je vais même un peu plus loin parce que ce livre aussi concerne mes grands frères nés au moment de l'indépendance ivoirienne, je vais dire jusqu'aux années 90, voilà. Donc ce livre concerne toute cette génération-là. Il s'adresse aussi à nos parents qui vont y voir ce que nous avons été et ce que nous leur avons caché. Et puis s'adresse aussi aux enfants que nous venons de mettre au monde pour qu'ils puissent voir aussi comment nous avons évolué dans nos pays. On aimerait bien savoir, en plus de votre activité principale, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir partager votre enfance avec les lecteurs? Il y a deux choses. Il y a deux choses qui m'ont motivé à écrire. La première des choses, c'est que ce que j'oublie souvent de dire, c'est que Les Traces d'une enfance hardie, c'est un livre qui était en gestation depuis que j'étais enfant, depuis l'âge de 12 ans, avec mon troisième grand frère, Didier, qu'il s'appelle. Et puis, récemment, avec l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a eu à se retrouver sur une plateforme qui s'appelle Abidjan Remember the Good Time, qui a été créée de toutes mains, de toutes pièces par un aîné qui s'appelle Christophe Billet, paix à son âme. Donc dès les premières heures, il a vu que j'étais quelqu'un qui avait emmagasiné plein de souvenirs dans la tête. Et nous nous sommes retrouvés dans l'alcôve, dans la chambre secrète. Et il m'a dit, promets-moi de m'écrire un livre parce que si tu ne le fais pas, tu ne sais pas ce que tu caches. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, en rigolant. Et puis, Christophe est parti. Il est décédé, paix à son âme. Je crois que quand j'ai appris la nouvelle de son décès, la première chose qui m'est venue en tête, c'était ça. C'était le livre que lui et moi, on avait mis en place de façon virtuelle, voilà, de façon cérébrale, de façon spirituelle. Et tout est parti de là. C'est lui qui m'a motivé à Christophe Billet. Et je profite de la lucane que vous m'offrez pour dire à sa femme Claudia et puis à ses enfants que voilà, l'œuvre est là, elle est pour elle, à son frère Marcel Billet qui fait beaucoup de choses dans la communication, et puis à son grand frère journaliste qui vit en Martinique, Serge Billet. Voilà. Alors, on a 18 nouvelles, c'est un recueil de nouvelles, on l'a dit tantôt, et 18 petites histoires qui sont racontées. La première, portrait familial. Donc, à travers ce titre, est-ce qu'on imagine qu'il s'agit d'un roman ou d'un recueil de nouvelles autobiographiques, on va dire? Autobiographique, on va dire à 95%. Voilà, parce que je brode aussi certaines choses. Et puis moi, je suis aussi, je peux aussi imaginer ce qui se passe dans la maison de mon copain en face. Alors, voilà. Portrait familial, vous décrivez votre famille, on suppose? Et oui, je décris ma famille, je décris ce que nous avons été, et je brode aussi un peu. Voilà, je parle en fait, si vous voulez, de tous ces aînés, que nous avons eus, qui étaient des rois, qui étaient pour papa et maman des rois, qui pendant très longtemps ont assumé ce rôle-là, mais qui n'ont pas aussi su leur place, parce que un aîné ne saurait physiquement donner des coups à son petit frère ou à sa petite sœur, parce qu'il pense qu'il représente l'autorité parentale. Voilà, j'ai vu beaucoup de cas comme ça aussi autour de moi, et moi-même aussi j'ai vécu ça. Donc bon, comme je le dis, hein, c'était dans une atmosphère bon enfant, c'était dans une ambiance familiale, festive. On n'a jamais été dans la violence d'enfants battus, mais tout de même, nous, comme on dit aujourd'hui, les corons sont... on ne pouvait même pas s'imaginer être dans la même pièce
qu'un grand frère. Allez, je rends hommage à tous ces grands frères, tous ces aînés, filles comme garçons, qui voilà, ont tenu ces rôles. Et quand vous parlez d'enfance, vous parlez ça part de quel âge? À quel âge concrètement? Surtout pour ces histoires que vous racontez. Ah, moi, me concernant, hein, parce que moi, mes souvenirs remontent jusqu'à la maternelle. Ça part depuis la maternelle. Donc, je sais identifier et je sais avec qui j'ai été en maternelle quand j'étais enfant. Donc, pour moi, l'enfance ivoirienne que j'ai vécue, elle part de cette tranche d'âge-là, maternelle, jusqu'à la fac. Jusqu'à l'université. Devoir surveiller sur table ou DST. À quelle époque c'est passé et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette histoire? Devoir surveiller au DST, c'est dans tout mon parcours de collège et lycée. Vous savez ce que c'est, DST, devoir surveiller sur table. C'était des moments où les équipes pédagogiques mettaient les classes on va dire en confrontation. Donc, on nous mettait dans des situations d'examen. C'était des devoirs communs, c'est-à-dire qui étaient donnés à toute la promotion, et puis on planchait là-dessus. Alors, quand on imaginait devoir surveiller sur table, pour moi qui ai été au CSP de Cocody ou au Collège moderne 2 de Dabou, c'était des séances de torture, par exemple, pour un devoir de maths, où je ne suis pas matheux, je suis littéraire, moi, à la base, où il faut résoudre des équations à 1000 inconnus. Voilà, c'était avec des défenses en ligne. Vous savez de quoi je parle pour ceux qui étaient dans des gangs comme moi. Donc, c'est tout ça qui est traduit dedans. Voilà, parce qu'on avait la notion du groupe classe et on se soutenait, on se supportait, on s'épaulait. Voilà. Moi, Joseph Diomandé, reporter. Joseph Diomandé, c'était un illustre journaliste ivoirien. Vous avez eu une formation de journaliste, vous avez travaillé également en tant que journaliste à un certain moment de la vie. Alors, moi, Joseph Diomandé, reporter, c'est l'histoire de Joseph Diomandé, c'est votre histoire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette nouvelle? Alors, j'ai deux modèles dans le journalisme ivoirien de l'ancienne génération, notamment le grand Joseph Diomandé, qui n'était pas journaliste d'ailleurs, qui était grand reporter, parce qu'on fait toujours la bévue. Et puis Serge Pakomaoulou, parce qu'il porte mon prénom. Donc quand j'étais petit, mes oncles et mes tantes me titillaient avec, et puis j'ai appris à aimer le monsieur. Non, je me suis mis dans sa peau, tout simplement parce que quand j'étais enfant, ces grands reportages me fascinaient. Ces grands reportages, je le revois là, arrêté sur le tarmac, en train d'attendre le président Houphouët-Boigny qui revient dans un Concorde. Et je le revois en train de peindre le paysage dans le ciel avec les oiseaux qui dessinent des arabesques. J'avais quel âge? 10, 11 ans. Et c'était ça, les reportages des fêtes de l'Assemblée nationale sur le VGE, appelé aujourd'hui Boulevard des Armées, hein, en train de commenter les parades des militaires. Mon père était militaire, mon père était gendarme. Voilà. Donc je me suis mis dans sa peau et ça donnait ça. Voilà. Les traces d'une enfance hardie, ce recueil de nouvelles, nous entraînent dans l'univers des souvenirs de votre enfance. Est-ce à dire que vous êtes aujourd'hui nostalgique? Ah oui, mais fatalement, on dit le temps passé ne revient jamais. C'est ça. Oui, nostalgique parce qu'il a fallu s'accrocher à ça pour pouvoir rebondir par rapport à tout ce que nous avons vécu comme crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les souvenirs qui rassemblent. Aujourd'hui, c'est les souvenirs qui nous font vivre. Remarquez que toute cette génération, au niveau même de la musique, ne coûte que le rétro. Les concepts se créent dans les fêtes. Hein, on essaie de faire des choses, même quand on fait des fêtes, des dress codes, on met soirée rétro, habillement, rockabilly jazz, pantalon bas def, comme on dit aujourd'hui. Oui, nous sommes nostalgiques. Je me rappelle, moi, quand on s'asseyait avec notre papa, hein, c'était lui c'était à chaque fois, c'était nous à notre temps, le pétrole coûtait 30 francs. Nous, à notre temps, la baguette de pain coûtait un truc. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de le dire. Donc, ça veut dire que sous notre firmament, tout passe. Voilà. Alors, les traces d'une enfance hardie, l'œuvre sera présentée au public ivoirien très bientôt. Alors, la date, le lieu et les préparatifs, est-ce qu'ils vont... Oui, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je remercie beaucoup les éditions FUPA, Faculté universitaire privée d'Abidjan, qui m'ont fait confiance en tombant amoureux tout de suite du manuscrit. Donc, demain, jeudi 6 août, à partir de 19 h, aux éditions FUPA, qui sont situées au niveau du Carrefour Opéra. Quand on arrive par Las Palmas,
Tout de suite, il faut prendre à droite au Carrefour Opéra. Et puis tout de suite à droite, c'est à côté de l'école primaire Sainte-Thérèse d'Avila. On sait également que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Qu'est-ce qui motive cette implication sur cette communauté et quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui aux jeunes qui, bien entendu, utilisent les réseaux sociaux? Ok, comme vous le dites, très actif sur Facebook. C'est le seul réseau social que j'utilise parce qu'il m'a uni, il m'a réuni avec des amis d'enfance. J'ai retrouvé beaucoup d'amis d'enfance qu'on avait perdu de vue. Voilà, c'est parti de là. Donc de se réveiller le matin et de savoir que mon ami Franck Diagoné, qui est aux États-Unis, est encore debout, qui s'en va se coucher, que nous pouvons nous dire coucou, au revoir, bonjour, et puis se séparer. Voilà, c'est tout ça. Donc du coup, j'anime une rubrique sur ma page qu'on appelle les biais, donc où je raconte toujours des anecdotes et je touche à tous les sujets. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Au niveau de mon engagement, oui, en étant président des Indiens du Bonheur Groupe France, je sens le besoin de communiquer, de dire ce que nous faisons, parce qu'il faut une traçabilité des choses. Sinon, aux jeunes, le conseil que je donne par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est de ne pas l'utiliser à l'envers, c'est tout. Quand on ne l'utilise pas à l'envers Facebook, on n'a aucun problème. Mais quand on l'utilise à l'envers, on voit bien ce que ça peut apporter comme scandale et ce que nous avons vécu toutes ces dernières années à travers les scandales, c'est parce qu'on utilise l'outil à l'envers. Aujourd'hui, quel est votre regard également sur la situation de l'enfance en Côte d'Ivoire, avec surtout le phénomène de microbes qui s'est développé il y a quelque temps à Abidjan principalement? Écoutez, moi je dis toujours, je dis que ce ne sont pas les microbes qui vont terroriser un État. Ce ne sont pas des mineurs qui vont être aujourd'hui des gangs qui vont piller des quartiers. On a eu en Côte d'Ivoire dans les années 80 les histoires des Djolongon, des Farémois, des choses comme ça. On a eu ça. Mais ça n'a pas été aussi terrible que ce que nous vivons. C'est tellement simple de s'intéresser à la cause du mineur. C'est tellement simple. Il y a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici. Quand je pense que nous avons été une plaque tournante et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je suis désolé de le dire, c'est ça. On veut se donner bonne conscience en disant que oui, nous sommes une plaque tournante. On l'a été, c'est vrai, mais on ne l'est plus. On n'est plus sur ces choses-là. Je prends l'exemple simple de l'INFES, qui est l'Institut national de la formation sociale, qui est une magnifique école. Nos mamans d'avant étaient des assistantes sociales, des infirmières, des institutrices. Bon, j'ai plein de tantes qui sont sorties de cette école-là et qui ont une formation solide. Donc, il faut qu'on arrête de faire du maquillage. Il faut qu'on arrête de faire des choses superficielles pour crever l'écran, pour faire beau. Il faut prendre la situation des mineurs en charge parce que ces enfants-là expriment un mal-être. Ils expriment un mal-être. Si on les prend en charge et qu'on met les moyens à disposition pour pouvoir les accompagner pour leur réinsertion, je ne pense pas qu'on puisse en arriver là. On peut dire que le gouvernement a fait sa part en créant un ministère dédié à la femme, à l'enfant également. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire selon vous concrètement sur le terrain, vous en tant que professionnel? Moi en tant que professionnel, c'est de descendre au cœur des quartiers. C'est tout. C'est pas de rester dans les bureaux. Voilà, il existe en Côte d'Ivoire des éducateurs spécialisés. Il existe tous ces corps de métier, mais on ne voit rien dans les quartiers. Non, c'est ça qu'il y a un problème. Voilà, aujourd'hui, pour moi qui vis en France, il y a des internats pour mineurs. Voilà un problème aussi qui se passe en Côte d'Ivoire, d'avoir supprimé les internats. Mais ici, on prend ça en compte. Si les ministères de tutelle qui doivent travailler ensemble, les sports et loisirs, éducation nationale, femmes et enfants, si tout ça travaille ensemble et qu'au cœur des quartiers, on initie des maisons de jeunes et que ça fonctionne comme tel, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que moi je donne ça comme solution, de faire travailler les gens, de s'intéresser aux enfants en leur donnant leur place.
Voilà. Sinon, on va toujours patauger dans la semoule. Et puis, voilà, c'est ceux qui trinquent, c'est les pauvres populations qui ont besoin de quiétude. Pour s'inspirer, il vaut mieux retourner sur les traces d'une enfance hardie par comme Christian Pipré. L'œuvre sera présenté ce jeudi. L'œuvre sera présenté ce jeudi à Abidjan au public ivoirien. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne avant de clore cette interview? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre œuvre, de votre passage à Abidjan et également de vos projets à venir? Il y a une deuxième dédicace le vendredi 7 août au réservoir sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing qui est organisé par Ludovic Aloukou, qui est un grand communicant, un grand communicateur aussi. Cette dédicace aura lieu à partir de 15h, de 15h à 18-19h. Voilà. En ce qui concerne ce que je veux qu'on retienne de cette œuvre, je veux qu'on retienne que la Côte d'Ivoire est belle. Je veux qu'on retienne qu'on ne peut pas avoir tué l'âme de notre si beau pays. Je veux qu'on retienne que le travail de 1000 générations construira la Côte d'Ivoire. Les projets que j'ai, c'est de m'occuper de la jeunesse, les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, qu'ils découvrent la Côte d'Ivoire, mettre en place des circuits quand ils sont en vacances et qu'ils sont oisifs, parce qu'il faut aussi se créer les choses. Découvrir les villes de l'intérieur du pays à travers des circuits et arriver sur place, poser des actions citoyennes comme peindre une école, faire des dons à nos enfants, faire du bénévolat. Beaucoup de bénévolat, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on en arrive là. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils peuvent s'organiser eux-mêmes leur temps de vacances en se mettant à disposition de leur nation. Pas de façon vaine, mais si les ministères de tutelle peuvent aussi se greffer à ça et que pendant les assises de la jeunesse, on évoque aussi la situation du jeune qui est en situation de précarité, je pense quand même qu'on y gagnera. Je dirais aussi que le vivre ensemble n'est pas une notion vaine. C'est une notion qui doit se travailler, c'est une notion qui doit se retrouver à travers les générations et au cœur des communautés. Par contre, Christian Pipré, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. On souhaite bon vent à votre première œuvre, Merci. Les traces d'une enfance hardie. Donc le tome 2 est en préparation. Très bien, on vous souhaite voilà, donc parler de vos projets, on attend le tome 2 très bientôt. Et puis bon séjour à Abidjan. Ça marche. On se retrouve très bientôt pour parler toujours de littérature et de la Côte d'Ivoire. Merci, allez, au revoir.